Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Emmanuel Morel, vous êtes député européen, cofondateur de la gauche républicaine et socialiste. Hier, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé la création d'un fonds de relance européenne pour les régions et les secteurs qui ont été les plus touchés par la crise sanitaire. On va revenir évidemment sur le fond des propositions qui ont été faites, mais sur la forme, le couple franco-allemand au secours de l'Europe, c'est crédible encore? Je pense qu'on peut s'interroger sur la stratégie parce que compte tenu de la crise et des pays qui ont été largement impactés, moi je pense qu'il aurait été peut-être plus opportun d'associer, je sais pas, des grandes nations comme l'Italie ou l'Espagne, qui ont quand même durement souffert pendant cette crise du Covid, afin de montrer le vrai visage de la solidarité européenne. Parce qu'il y a cette espèce de religion du couple franco-allemand qui est plutôt encalminée d'ailleurs depuis plusieurs années, hein, compte tenu du déséquilibre structurel qui s'est constitué au sein de l'Union. Je pense que stratégiquement, s'il y avait eu un front, notamment avec l'Italie, ça aurait été, à mon avis, ça aurait donné plus de sens. Mais M. Macron, en matière d'Europe, n'a pas plus d'imagination que ses prédécesseurs. Et donc, il a senti nécessaire de se montrer aux côtés de Mme Merkel comme si c'était un peu le sésame pour un plan de communication réussi. Alors, ils ont proposé tous les deux, donc Merkel et Macron, de mettre 500 milliards d'euros sur la table, c'est 3% du PIB européen, avec l'ambition prioritaire, a dit Macron, de promouvoir une Europe de la santé, bien sûr, après la crise du Covid. Ils ont raison, selon vous? Moi, d'abord, j'ai peur que ce soit un accord en trompe-l'œil. Parce que très souvent, ce n'est pas la première fois qu'on a une annonce d'un plan de relance. Après la crise de 2008, M. Sarkozy était venu rouler des mécaniques, c'était déjà Mme Merkel, je crois, à l'époque, pour annoncer un plan de relance européen qui avait fait pchit. Il y a quelques années, mais peut-être vos auditeurs s'en souviennent, il y avait eu l'annonce d'un plan Juncker. Vous savez, Juncker, c'était le président de la Commission, et on nous annonçait une relance de l'économie européenne. Ça avait fait pchit également. Ça n'avait pas du tout amélioré le sort des nations européennes. Au contraire, les politiques d'austérité avaient continué à être menées. Donc moi, vraiment, ce dont j'ai peur, c'est qu'il y ait un affichage de solidarité financière, mais c'est qu'à la fin, l'Europe retrouve ses bonnes vieilles habitudes qui sont de contraindre les nations dans leur potentialité d'investissement et de politique de solidarité. Puis surtout, vous l'avez dit, 500 milliards, ça peut paraître énorme, évidemment, mais 500 milliards, c'est peu. Ça n'est que 3% du PIB. Or, on nous dit c'est la pire crise que traverse l'Union européenne. C'est ce qu'a dit Mme Merkel hier, elle a raison. C'est la pire crise que traverse l'Union européenne. Et bien justement, 3%, ce n'est pas beaucoup quand on sait que le Parlement européen, il y a une semaine, avait voté une proposition pour un plan de 2000 milliards d'euros. Quand on sait que Thierry Breton lui-même, commissaire européen français, avait dit qu'il faudra entre 1500 et 2000 milliards pour relancer la machine européenne, je pense qu'on est quand même loin du compte. Et c'est pas inédit, Emmanuel Morel, le fait qu'il y ait un programme budgétaire, c'est-à-dire du cash qui est proposé pour les régions et les secteurs fragilisés. On n'est pas dans une opération monétaire, on est vraiment dans une opération budgétaire. C'est des budgets qui sont Oui, tellement… c'est pas des prêts, c'est des dotations. Ce qui est inédit, si le plan voit le jour, hein, parce que ce n'est pas fait. Vous avez vu qu'il y a déjà des pays, l'Autriche, la Suède, la Finlande, qui ne sont pas d'accord. Mais ce qui serait inédit, si le plan se fait, c'est qu'on ait non pas des prêts garantis par exemple par la BCE, mais des dotations aux régions et aux secteurs sinistrés. Ça serait inédit en effet. Mais pour l'instant, encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes, puisqu'on ne sait absolument pas si les 27 vont être d'accord avec ce plan. La deuxième chose, la deuxième incertitude, c'est que quand bien même ça serait des dotations, si on en reste dans le cadre des règles budgétaires actuelles, c'est-à-dire notamment, et c'est ce qu'il y a dans le texte qui a été publié par l'Élysée hier, qui dit les dotations seront accordées au pays, mais il faudra qu'en retour, ils fassent des réformes d'ampleur, des réformes structurelles et même des politiques économiques saines. Si c'est ça, ça veut dire qu'on ne change rien. Le risque, c'est l'austérité à nouveau. Pardon? Ce qui s'était passé avec la Grèce, finalement. C'est ça qui peut se passer une deuxième fois. Exactement. Le risque, c'est un scénario grec. Alors peut-être moins spectaculaire parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire avaler aux Italiens ou aux Espagnols la saignée abominable dont avait été victime la Grèce, qui représentait que 2% du PIB européen. Mais ça, c'est vraiment le risque principal. Donc, le fait que ça soit des dotations, c'est un point positif. Mais d'abord, ce n'est pas fait. Et ensuite, il ne faut pas que ça soit conditionné à des politiques de rigueur, parce que sinon, ça veut dire qu'on condamne l'Europe à l'austérité à perpétuité.
Donc il y a ce moment d'incertitude, de basculement possible qu'il va falloir regarder avec attention. Alors, Macron a aussi insisté hier sur la nécessité non pas de remettre en cause la mondialisation, bien sûr, et les échanges commerciaux, hein, ça c'est sacro-saint, mais il a émis la possibilité de créer des secteurs de pointe en Europe. Il veut, par exemple, réindustrialiser l'Europe. Ça, c'est un objectif que vous pouvez partager. Mais le problème avec Macron, comme avec ses prédécesseurs, c'est parole, parole, parole. Parce que la vérité, c'est qu'il aurait eu l'occasion de le faire déjà lui-même en France. Hein, je rappelle qu'il y a tout un certain nombre d'entreprises dans des secteurs stratégiques clés où où il y avait des usines qu'on aurait pu soit nationaliser, soit aider. Il a refusé de le faire. Pensez à Luxfer, par exemple, en Auvergne, ou à d'autres entreprises qui fabriquent, par exemple, des masques. C'était le cas en Bretagne. À chaque fois qu'il a eu l'opportunité de le faire, il ne l'a pas fait. Après, si l'objectif, c'est de démondialiser, c'est-à-dire de casser un certain nombre de chaînes de valeur très complexes, bref, de remettre en cause le libre-échange, qui est quand même la religion dominante au sein de l'Union européenne, si c'est ça l'objectif, j'y souscris. Mais le problème de Macron, comme de Merkel d'ailleurs, c'est qu'il reste quand même très attaché aux trois piliers de l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est la concurrence libre et non faussée, alors même que la crise, elle a montré qu'on avait besoin de coopération, d'aide d'État et donc pas de compétition. Il reste attaché au libre-échange. Je rappelle que Mme Merkel et M. Macron continuent à approuver des accords de libre-échange qui ont été signés pendant la crise. Pendant la crise, l'accord sur le Vietnam, l'accord de libre-échange avec le Mexique qui arrive. Puis la troisième chose, le troisième pilier de l'Union européenne, c'est l'obsession de la lutte contre l'inflation. Alors vous voyez bien aujourd'hui, dans la situation économique dans laquelle on est, la priorité, ce n'est pas la lutte contre l'inflation. Si on a une inflation de 2, 3, 4, ce n'est pas tellement grave. Ce qui compte, c'est d'investir massivement et d'aider un certain nombre de pays qui sont très gravement menacés par cette crise. Il y a un mot qui est revenu très souvent dans le discours d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, c'est le mot de souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté technologique, souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire, ce sont des mots qui sont qui ont souvent été prononcés. Construire une souveraineté européenne, vous y êtes favorable? Bah, moi, déjà, je suis favorable à ce que la souveraineté, ça redevienne le maître mot de la politique, en Europe comme en France. La souveraineté, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur le cours des choses. C'est-à-dire que les individus, les peuples maîtrisent leur destin. Or, aujourd'hui, enfin, ça fait maintenant plusieurs décennies, on a le sentiment que cette souveraineté, elle nous échappe. Pourquoi? Parce que nous sommes incroyablement dépendants d'autres continents, d'autres pays. Prenons l'exemple de cette crise qu'elle a illustrée, c'est la dépendance extrême d'un pays comme la France au sud-est asiatique qui produit non seulement du matériel médical, des masques, mais surtout, et c'est plus grave, et on l'a à nouveau vérifié à l'occasion de cette crise, même si on était nombreux à alerter depuis des années, la dépendance en termes de médicaments. Quand on sait que 80% des produits actifs des médocs sont produits en Inde et en Chine, vous voyez bien que ça pose un problème dès qu'il y a une crise sanitaire. Donc, recouvrer la souveraineté, c'est un objectif très important. Je ne crois pas, hélas, que… Souveraineté, on parle, Emmanuel Morel, parce que est-ce que la souveraineté européenne est compatible avec une souveraineté française? Et moi, je parle de souveraineté au sens large, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les peuples décident et que les peuples soient acteurs des politiques publiques. Ça n'est pas le cas, ça n'est plus le cas. Mais on pourrait y substituer un autre mot peut-être encore plus compréhensible par les gens, celui d'indépendance. Il faut que la France et l'Europe soient indépendantes. Alors, indépendantes économiquement, indépendantes d'un point de vue diplomatique, et ça suppose de rompre avec l'alignement systématique sur les États-Unis d'Amérique, indépendantes socialement, politiquement. Et ça, je peux vous dire qu'on est loin du compte encore. Je sais que vous préférez le mot indépendance à celui de souveraineté. D'après vous, Non, je préfère pas. Je préfère pas. Hein. Pour moi, c'est plus lisible. les, les deux veulent dire la même chose, mais indépendance, les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. Oui. Est-ce que donc, d'après vous, on entend quand même beaucoup de ces termes revenir, que ce soit celui du protectionnisme, celui de la relocalisation, celui de l'indépendance ou de la souveraineté. Ça sera un des enjeux des échéances à venir, des échéances prochaines. Bon, je pense évidemment à l'élection présidentielle, mais est-ce que le discours politique va se recentrer là-dessus? Et d'ailleurs, peut-être avec une certaine confusion, parce qu'on sent à droite comme à gauche ces mots revenir de manière très ferme. Est-ce que ça va être l'enjeu justement des prochaines échéances et des mois à venir, ce discours sur notre capacité à retrouver une souveraineté, à relocaliser la production, à créer justement, à fabriquer des médicaments, des traitements en France ou en Europe? C'est ça l'enjeu des prochains mois?
Ça correspond en tout cas, à mon avis, à une aspiration profonde, hein, qui d'ailleurs va bien au-delà de la gauche, la droite. On voit bien, il suffit de discuter avec les gens autour de nous pour voir qu'il y a à la fois une colère par rapport à un système économique qui s'appelle la mondialisation libérale et qui consiste, au nom du moindre coût, à laisser produire à l'autre bout du monde des choses que nous, on pourrait faire chez nous. Je parle en Europe. Et puis ça comporte des risques, hein, parce que on le voit sur les médicaments, on le voit aussi sur l'indépendance alimentaire. Est-ce que c'est vraiment normal aujourd'hui de signer des accords de libre-échange avec des pays qui sont à 10 000 km de chez nous pour produire, par exemple, pour importer plus de lait, importer plus de viande, alors même que on passe notre temps à dire qu'il faut une transition écologique et donc une baisse des gaz à effet de serre. Voilà la question que les gens se posent, des questions de bon sens. Donc oui, évidemment, il faut relocaliser une partie de l'appareil productif, sauf que le problème, c'est que je pense que M. Macron n'est pas crédible pour le faire, puisque précisément toute sa politique a consisté à faire le contraire. Et dans cette perspective, si on prend comme objectif la souveraineté, donc qu'elle soit française ou Europe, enfin, si on prend comme objectif, pardon, la souveraineté, à quoi peut servir l'Europe? L'Europe, une Europe digne de ce nom, normalement, c'est un espace pertinent pour répondre aux effets négatifs de la mondialisation. À commencer par la question sanitaire, la question de la santé, par exemple. Ah oui, oui. Alors aujourd'hui, la santé n'est absolument pas une compétence européenne. Et ce qu'on a vu à l'occasion de cette crise, c'est qu'il manquait des coopérations, des solidarités élémentaires qui nous auraient permis, non pas d'échapper au virus, ça serait absurde, mais d'en limiter les effets sur les populations. Donc de ce point de vue-là, il y a des progrès à faire, mais vous voyez bien que ça ne se limite pas à la question de la santé. Moi, je pense qu'une Europe digne de ce nom, elle contrôlerait les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques pour se protéger. Une Europe digne de ce nom, elle serait indépendante diplomatiquement des États-Unis et de la Chine. Une Europe digne de ce nom, elle mobiliserait de l'argent pour investir massivement dans la recherche publique, par exemple, ou pour construire des équipements pour les peuples. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien précisément ce qui manque à cette Europe, qui est obsédée par la compétition, qui organise la compétition en son sein et qui, en plus, veut continuer la compétition à l'extérieur, ce qu'on appelle le libre-échange. Ce modèle-là, en tout cas, il a fait la preuve de sa nocivité. Et je pense qu'il est temps de rompre avec cette logique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on se concentre sur les questions d'indépendance, voire de souveraineté, précisément de remettre en marche ou d'accélérer encore la concurrence entre ou bien les régions du monde ou bien les États-nations? Non, je ne crois pas. D'abord, bon, les États-nations, ce n'est pas mal en soi, hein. Regardez au moment de Je n'ai pas cette dit que crise, c'était mal, hein. les gens, assez naturellement, se retournent vers l'État-nation. Pourquoi? Parce que c'est un espace avec lequel ils sont familiers. Et puis, comme il n'y a pas de peuple européen, parce que pour l'instant, il n'y a pas de peuple européen, vous avez vu, au moment de cette crise, les gens ne sont pas tournés naturellement vers l'Europe. Et on peut les comprendre, puisque les politiques qui sont menées depuis 30 ans sont des politiques qui vont quand même soit à l'encontre des intérêts du peuple, en tout cas un peu à côté des intérêts du peuple. Mais moi, je ne vois pas ce risque-là. Moi, je pense qu'il faut imaginer un monde complètement différent, où il y ait des politiques de solidarité envers les pays les plus pauvres, ce qu'on devrait faire. Regardez, l'Europe ne s'intéresse pas à l'Afrique, en tout cas pas suffisamment, alors même que la Chine, elle, y investit, mais elle y investit dans une logique commerciale agressive, d'exploitation, alors que nous, on aurait, je pense, tous les outils pour mener des vraies politiques de co-développement, notamment avec tout l'espace méditerranéen. On ne le fait pas. Il n'y a pas cette ambition. C'est ça qui est regrettable. Donc moi, je crois. Pourquoi? Si vous trouvez qu'il y a une ambition. Non, mais le néocolonialisme à la française, je veux dire, ça continue d'exister en Afrique, hein. Mais justement, moi, ce n'est pas du tout ça dont je vous parle. Je vous parle d'une politique africaine de l'Union européenne qui fasse le pari de la solidarité, de la coopération avec le continent africain, qui est un continent qui va monter en puissance. Cette ambition-là, l'Europe ne l'a pas, alors que c'est absolument fondamental. Juste pour prolonger la question de Pablo, quand même encore un dernier mot sur cette notion de souveraineté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de grosse confusion politique avec ce retour en force justement de l'État-nation, celui de voir émerger peut-être une alliance des souverainistes? On a vu récemment des rencontres assez surprenantes, étonnantes, jusqu'à
la rencontre entre Jean-Pierre Chevènement et Philippe de Villiers. Est-ce que cette alliance des souverainistes n'est pas un risque de la recomposition politique des mois à venir? Non, mais là, on ne parler pas d'alliance des souverainistes, là, c'est une alliance des nationalistes. Enfin, à droite, c'est plutôt du nationalisme, c'est-à-dire le rejet des autres pays et la promotion et l'exaltation de sa seule nation. Moi, ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, je dis que c'est aux citoyens, au peuple de participer à la décision. C'est ça la souveraineté. Et donc, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine alimentaire et même dans le domaine diplomatique, il faut que les gens décident eux-mêmes de leur destin. C'est quand même complètement différent. On a du mal à comprendre, Emmanuel Morel, qu'est-ce qui doit relever de la souveraineté nationale, de la souveraineté française, et ce qui doit relever de la souveraineté européenne. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui devraient être privilégiés sur l'Europe, comme la question de la santé, et d'autres secteurs qui devraient être privilégiés à l'échelle nationale, c'est ça que vous dites? Ah oui, mais ça s'appelle la subsidiarité. Hein. Là, pour le coup, moi, j'invente pas des choses nouvelles, mais c'est-à-dire que ça dépend du niveau qu'on estime pertinent. Vous voyez bien, par exemple, donc moi, ça ne me choque pas du tout qu'on puisse combiner les deux logiques. Du coup, on a une dernière question. Depuis plusieurs semaines, on voit des appels à gauche chez les écologistes fleurir. Ils vont tous plus ou moins dans le même sens, mais si jamais ils évoquent l'idée d'une union de la gauche bis, on a quand même le sentiment d'une envie pressante de réunir tout le monde, des intellectuels, des syndicalistes, des ONG, des hommes, des femmes du Parti communiste français à la France insoumise, en passant par Europe Écologie l'Ouvert ou même du Parti socialiste parfois. Ils signent tous des tribunes convergentes. Vous dites quoi, vous? C'est de la tambouille ou c'est nécessaire, justement, ce débat, ces rencontres, ces discussions? Non, je ne dis absolument pas que c'est de la tambouille. Je pense que ça correspond là aussi à une aspiration chez beaucoup de gens qui n'ont pas envie qu'en 2022, on retrouve le duo infernal Macron-Le Pen et qu'on soit sommé de choisir entre les deux. Donc tout ce qui peut concourir à des logiques de rassemblement à gauche, moi j'y souscris complètement. Après, il y a quand même un débat à avoir sur les idées, sur le programme. Moi j'ai plus et de ce point de vue-là, il y a quand même un certain nombre de choses dont il faut rediscuter. Mais et notamment parce que dans les accords récents, moi ce qui m'avait un peu choqué, enfin ce qui m'avait un peu frappé, c'est qu'on n'intégrait pas assez la colère sociale et une forme de radicalité qui me semble nécessaire si on veut vraiment rompre à la fois avec les institutions et avec le système économique et social qui est aujourd'hui à court. Mais moi, je pense que le rassemblement, c'est même pas un objectif, c'est un préalable. C'est un préalable si on veut vraiment incarner une alternative digne de ce nom dans ce pays. Merci beaucoup, Emmanuel Morel. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée.